Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxanaria. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update de la lecture de janvier. Qu'est-ce que j'ai lu en janvier et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'espère déjà que tout le monde va bien, que vous avez tous passé un bon début de semaine, que vous avez eu de belles lectures ces derniers temps ou en janvier. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez pu lire dernièrement et ce que vous avez pensé. Et si dans cette vidéo il y a des livres que vous avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou même s'il y a des livres que vous n'avez pas lus et du coup je vous ai peut-être donné envie de les lire, n'hésitez pas, je vous en prie. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une série de mangas que j'ai avancé et je vais vous parler de 8 romans, 2 SP et 6 romans, dont un qui est en VO anglais. Voilà. Donc pour commencer, j'ai avancé la saga, je suis maintenant à jour sur la saga Twilight Moon Hanako-kun. Donc j'ai lu les 5 derniers tomes sortis, donc du tome 13 au tome 17. Le tome 18 devrait pas trop tarder, je crois qu'il arrive entre mars et mai. Donc hop, je vous montre les couvertures. Voilà. Je vais pas trop vous en dire comme c'est une suite de saga et que je n'ai absolument pas envie de vous spoiler. Mais j'ai énormément aimé. Franchement, j'aime de plus en plus ce qui se passe dans les tomes, ce qui se passe dans l'histoire, dans l'intrigue, sur les personnages, comment ils évoluent, leurs relations, tout ça. J'aime vraiment de plus en plus ce qui se passe. Et à la base, il était top 2 dans mes sagas de manga. Et bah il est passé top 1 avec ces tomes-là. Donc je ne sais pas si celui qui était top 1 qui est passé top 2 repassera, comme les deux sont des séries en cours. Mais pour le moment, c'est mon top 1. Pour vous parler un peu de l'histoire, même si je vais vous en reparler très bientôt dans une vidéo dédiée au manga, on est sur une histoire où on va suivre Nene Yashiro qui est juste ici, qui est dans une école un petit peu spéciale. Parce qu'en fait, dans son école, il y a des fantômes, des esprits, des mystères, et des choses voilà, qui se passent pas très normales. Donc on est un petit peu sur de la fantaisie, du mystère. Et en fait, Aoi, qui est juste ici, qui est sa meilleure amie, entend un peu les rumeurs partout de l'école et va les transmettre à Nene. La première rumeur qu'elle va entendre, c'est qu'il existe un esprit du nom d'Hanako, qui est une jeune fille dans les toilettes des filles, et que si on toque 3 fois en appelant Hanako sur ces toilettes-là, et bah Hanako apparaîtra et exaucera un de vos souhaits. Et du coup, Hanako va apparaître, mais Hanako n'est pas une fille, c'est un garçon, mais c'est le fantôme des toilettes des filles. Et il va y avoir une sorte de petite relation entre eux qui va se mettre par le biais de ce marché avec ce souhait. Et on va les suivre parce que Hanako en fait fait partie des 7 mystères de l'école. Et c'est un peu le chef des mystères qui gère un petit peu ce qui se passe, et que dès qu'il y a un mystère qui suit pas trop les règles ou fait des choses qu'il faudrait pas, ben Hanako est là pour recadrer. Et du coup on va suivre Nene qui va découvrir ces mystères de l'école qui sont pas toujours très accueillants ou très gentils ou très agréables. Et va y avoir cette petite relation justement avec Hanako pour gérer au niveau des mystères ce qui se passe et faire que tout se passe bien dans leur école. Mais voilà, c'est vraiment cool, il y a des intrigues qui se mettent en place, qui évoluent. Un mystère ne dure pas un tome, mais généralement un peu plus. Parce que on va avoir des gros mystères, parce qu'il y a 7 mystères de l'école. Et il y a d'autres esprits qui évoluent et qui jouent aussi. On a des moments plutôt drôles, on a des moments plutôt émouvants, on a des moments où on est plutôt en colère. Enfin vraiment, il y a de tout. Et c'est vraiment cool. Franchement, on est à fond dedans. On s'attache aux personnages. Franchement, la plupart des personnages sont attachants, sont agréables. Enfin voilà. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais ça reste une de mes sagas coup de cœur. Et pour mes SP, je les ai lus en e-book. Donc j'ai ma liseuse à côté.
Et donc en fait c'est des SP que j'avais eu courant décembre, que j'avais entre décembre et janvier en fait. Donc il y en a un que j'ai lu sur la fin de décembre, début janvier, et l'autre que j'ai lu du coup sur l'autre partie de janvier. Donc en premier, c'était Mon voisin geek à Noël de Violaine Woolf. Donc Violaine Woolf est un duo d'autrices. Donc elles sont deux, je l'ai découvert qu'au moment où j'ai rendu mon SP en fait. Et ça a pas du tout, je me suis pas dit ah bah du coup en fait elles sont deux donc ça se coupe dans le roman. En fait je m'en suis même pas rendu compte en le lisant qu'elles étaient deux autrices. Donc dans cette histoire en fait on va être sur une romance de Noël comme le nom l'indique, et on va suivre Nathanaël et Cassie qui sont deux résidents d'un immeuble. Cassie est un petit peu celle qui gère en fait l'immeuble, c'est elle qui gère les immeubles, qui gère les locataires, qui gère ce qui se passe, etc. Et Nathanaël est un des locataires de l'immeuble. Et en plus de ça, c'est son voisin. Et en fait, il y a une sorte un peu de tension entre eux. Genre, Nathanaël ne sait pas pourquoi Cassie l'aime pas. Parce qu'elle vient tout le temps lui rappeler des règles. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça comme ça, et comme ça. Et il comprend pas qu'est-ce qu'elle a contre lui. Ce que j'aime beaucoup dans le roman, c'est qu'on a une alternance entre les points de vue. On va alterner entre Cassie et Nat. Et on voit du coup un peu ce que pense, ce que ressent Nathanaël. Et c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. Et justement, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse voir en fait ce que les personnages pensent, ressentent. Pas juste avoir le personnage principal, mais avoir aussi un petit peu ceux qui gravitent autour. Donc on va avoir une sorte d'enemies to lovers parce qu'ils n'ont pas de vraies raisons de se détester. Mais ils se crêpent quand même un peu le chignon. C'est une relation qui est toute douce, franchement, parce qu'on est sur une relation saine. Il n'y a pas de base toxique, il n'y a pas de trucs toxiques ni rien. C'est vraiment sain, ils sont vraiment dans la communication, dans la découverte, dans l'apprentissage, la découverte de l'autre. On a d'un côté Cassie qui en fait enchaîne les rencontres catastrophiques. Vraiment, elle tombe sur des mecs pas fous. Son ex, c'est un homme qui la harcèle, qui la lâche pas. Enfin voilà, elle vraiment en amour, c'est cata. Et Nat, en fait, lui, il connaît pas. Il a pas eu de relation, il a pas eu de... Il connaît pas du tout, en fait. Et on va avoir tout ce côté de découverte, de première fois, de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, de pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je suis censée faire. Par exemple, un des moments que j'ai beaucoup aimé, il y a un moment, Nat fait une sorte de crise de jalousie. Et en fait, il comprend pas. Il est là et... Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Comment? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et sur plein de trucs, en fait, où il pose des questions, il se pose des questions, et il veut faire bien les choses, en fait. J'ai eu un petit coup de cœur pour Nat, franchement. Je l'ai trouvé vraiment très attachant, adorable, enfin... Vraiment... Enfin, j'ai adoré les personnages des deux, même Cassie. Et franchement, c'était génial. J'ai vraiment adoré... C'était vraiment vraiment cool. Et puis même les autrices sont super gentilles. Bon, on a déjà discuté plusieurs fois. Là actuellement j'ai un autre SP de ces mêmes autrices. Donc vous reverrez. Enfin, je reparlerai d'elles sur mon prochain update. Mais je suis très très contente et j'ai justement envie de découvrir qu'est-ce qu'elles ont fait d'autre, qu'est-ce qu'elles ont écrit d'autre. Elles vont sortir un titre là en début mars, Queen of Destiny, si je me trompe pas, qui me hype beaucoup aussi. Du coup, il y a moyen que je le glisse dans mes prochaines pales, parce qu'il me tente beaucoup aussi, donc voilà. Mais c'était vraiment vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième SP que j'ai eu, c'est Les Gardiens des Anges, qui est une trilogie
Donc là, le premier tome, c'est Les ailes perdues et c'est de Michel Beck. Là, par contre, j'ai moins aimé. Ça n'a pas été une déception, ça n'a pas été quelque chose d'abominable, de genre j'ai pas aimé du tout, c'était atroce et tout, pas du tout. Pas à ce point-là. Mais ça m'a pas, moi plus, ça m'a pas convaincue. Après, je pense que c'est juste moi. C'est juste genre moi. Comme je le dis et je le répète, chacun a son avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que moi je n'ai pas aimé un livre que vous ne pourrez pas l'aimer. Ou inversement, c'est pas parce que j'ai aimé un livre que vous allez forcément l'aimer. Faites-vous votre propre avis. Vraiment, s'il y a un livre qui vous tente, mais que la personne est en mode « Oh moi je l'ai pas aimé pour ci, pour ça », tentez. Il y a des livres que j'ai des proches qui m'ont dit « Ah non mais moi j'ai pas aimé du tout », bah moi j'ai adoré. Voilà, et inversement, j'ai des proches qui ont adoré les livres et moi je me dis « Ah oui, bah, moi j'ai pas aimé, hein, vraiment, voilà, faites votre avis. » Et donc pour Les Gardiens des Anges, on va être sur un univers fantastique parce que c'est des créatures qui vont être dans notre monde. Là, on va être dans notre monde avec des anges et des démons et on va suivre une potentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une potentielle ? Une potentielle, c'est un ou une humaine qui a des pouvoirs et en fait, elle va être détectée par les anges et les démons. Donc, je mets au féminin parce que nous, on va suivre une protagoniste féminine, mais il y a aussi des masculins. Et en fait, la potentielle va être détectée et va y avoir un peu une sorte de chasse entre les anges et les démons pour l'avoir dans son camp. Un potentiel chez les anges devient une gardienne. Un potentiel chez les démons devient un chasseur. Sachant que, en fonction du monde dans lequel vous allez, où vous finissez, c'est pas le même sort qui vous attend. Chez les démons, vous allez surtout servir d'esclaves, de prostituées, voilà, vous allez être complètement à leur service, ils vont vous utiliser pour leur fin. Chez les anges, vous êtes un gardien, vous avez des pouvoirs, enfin ils sont, voilà, on travaille sur vos pouvoirs pour les faire grandir, et puis voilà, vous servez en soi pour protéger. Donc là, on va suivre Lily, qui est une potentielle, et on va suivre en particulier Matthew, qui est un ange. Et il va y avoir des choses qui se passent. Parce que leur relation, leur lien, est pas si normal que ça, est pas si naturel. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc on va suivre ça pour essayer de découvrir ce qui se passe. On va avoir des intrigues, bien évidemment, parce que c'est une potentielle. Donc tout le monde la cherche, tout le monde veut la voir. Donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Moi, globalement, en fait, les 3/4 de la lecture, j'étais à fond dedans. Franchement, l'univers est intéressant, la plume, elle est fluide. Vraiment, ce qui se passe, voilà. J'étais pas attachée forcément aux personnages, vraiment, je les voyais, j'étais en mode, ok, d'accord, à voir. J'avais pas d'attachement en mode, ah mais je l'aime bien, lui, ou j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire et tout. Non, je suivais l'histoire et puis voilà. Et en fait, sur le dernier quart du roman, là où il y a un peu tout ce qui se passe pour le tome 2, bah là j'ai décroché. Plus ça avançait, plus je décrochais. J'avais du mal avec ma lecture parce que pour moi j'ai trouvé trop de facilité scénaristique, trop de clichés à la suite. Par exemple, il y avait des moments où en une page, t'avais 2-3 clichés à la suite. Je sais que ça peut plaire, je sais que ça plaît, je sais qu'il y en a, ils les voient, ils les lisent, ils sont en mode oh ouais cool et tout. Moi je pouvais pas. Mais je pense que le problème c'est que j'ai lu trop de livres où justement il y avait des clichés. Parce que de base, je lis beaucoup plus de romances que d'autres styles. Avant de vraiment m'y mettre, je lisais surtout de la romance et de la jeunesse en fait. Et en fait, on va pas se cacher que la romance a souvent beaucoup de clichés. Il y a des moments où ça passe. Franchement, je dis pas que je déteste tous les livres qui ont des clichés. Loin de là. Il y a des moments ça passe, il y a des moments ça passe pas. Parce qu'en fait, c'est en fonction de comment c'est mis dans le livre, comment c'est amené, comment c'est ficelé. Vraiment, voilà. Là, j'ai trouvé que c'était trop.
Après, c'est mon avis. Mais j'ai trouvé que c'était trop. Je m'inquiétais pas pour les personnages, d'où le fait du côté de facilité scénaristique. Vraiment, j'étais en mode, oui bon, on passe à l'épreuve d'après. On y va. Et vraiment, voilà. Donc je dis pas que c'était vraiment catastrophique. En soi, le livre est sympa, mais c'était pas mon style. Je sais qu'il a eu beaucoup de retours positifs parce que j'ai croisé pas mal de retours positifs. Justement, voilà, des personnes qui voulaient lire la suite, qui ont aimé la suite et tout. Moi, franchement, j'étais en mode... c'était cool, mais j'irai pas plus loin. Donc après, voilà. Si vous, il vous tente au niveau de l'univers ou autre, allez-y, franchement. Et je serais curieuse de voir votre retour, vraiment. Si vous le lisez ou si vous l'avez lu, je veux bien votre retour. Mais moi, voilà, ça l'a pas trop fait. Mais c'est pas grave. J'ai eu pas mal de très bonnes lectures en janvier, donc ça permet d'équilibrer un petit peu. Pour les romans, je vais commencer par vous parler de celui qui était en VO, qui est mon VO du mois. Parce que je me mets un livre anglais par mois, la minimum, et j'aimerais augmenter au fur et à mesure de l'année. Et puis après, bah, je passerai sur les autres, un peu en fonction de comment j'ai aimé. Donc ce mois-ci, en anglais, j'ai lu The House in the Cerulean Sea de Teji Klune. Donc si jamais il y a des personnes qui l'ont aussi en brochet comme ça, sachez que le dos est très sensible. Je ne l'ai pas cassé, mais même en lisant comme ça, tout le long du roman, et bah, le dos a commencé à casser. Voilà, je fais une prévention parce que je sais que nous sommes beaucoup dans ce cas à ne pas aimer les dos cassés. Donc voilà, ça m'a un peu fait très mal au cœur. Mais voilà. Pour en revenir, on me l'avait conseillé, alors, en dehors du conseil au niveau de l'histoire, on me l'avait conseillé comme première lecture en VO, parce que le style est assez simple et assez fluide, assez compréhensible. Sens où je vais pas passer 3 ans à essayer de le déchiffrer, comparé à par exemple Hurricane Wars qui est juste là, qui est par exemple un gros univers de fantasy, où celui-ci il est clairement en bas de ma pile à lire VO, parce que je sais que si je vais là-dedans maintenant, et vous aurez 2 livres en update lecture, et puis voilà. Donc voilà, lui on m'avait dit, tu vas voir, c'est assez simple à lire, c'est assez fluide, c'est tranquille, voilà. On est sur de la cozy fantasy, donc on est sur un univers de fantasy qui n'est pas notre monde, qui a des particularités. Et le côté cozy en fait, c'est qu'il se passe pas grand chose. Là en fait dans l'histoire, vous allez suivre justement l'orphelinat qui est juste là. Et ce qui est bien, c'est que l'image qui est vraiment là, c'est vraiment ce qui est décrit dans le livre. Du coup, c'est vraiment cool parce que tu peux l'imaginer facilement. Donc, on va suivre l'orphelinat qui est au milieu de la mer Cérénéenne. On va suivre notre personnage Linus qui est un petit peu un investigateur des orphelinats. Et pas de n'importe quel orphelinat. En fait, il va aller dans des orphelinats spéciaux. On a une bonne vibe à la Miss Peregrine et les enfants particuliers. Parce que dans ces orphelinats, les enfants sont spéciaux. Ils ont des pouvoirs, ce sont des créatures, voilà. Mais c'est pas pour autant que ça enlève le fait que ce soit des enfants, que ce soit des personnes à part entière. Et que c'est pas juste des créatures. Et en fait, Linus va dans ces orphelinats pour voir si les enfants sont bien. Si les enfants sont bien traités, s'ils ont une vie convenable, voilà, si vraiment tout est bien pour eux. Voilà, s'ils peuvent vivre bien. Un petit peu comme ce que peuvent faire les assistantes sociales pour nous, en fait. Vérifier que l'enfant est en sécurité. Donc Linus va aller dans cet orphelinat, qui est un orphelinat très spécial, parce que c'est un peu celui-ci le plus top secret, parce qu'il y a des enfants très particuliers dedans. Donc par exemple, on a Lucie, donc je vais vous le dire comment il est décrit, ce sera plus simple, qui est l'antichrist. Par exemple, on est sur le cas le plus spécial. On a par exemple, on a un enfant qui est une wyvern. Enfin voilà. Il y a plein de... chaque enfant a une particularité. Et aux yeux du département magique
Ils sont dangereux. Et il faut les surveiller, il faut vérifier que tout se passe bien, qu'ils vont pas créer quelque chose. Et le personnage dont ils ont le plus peur, en fait, c'est Lucie. Vu ce qu'il est, en fait, ils ont peur et pour lui, bah, c'est vraiment quelque chose de dangereux qu'il faut absolument surveiller parce que il va tout détruire. Alors que, en fait, chaque enfant n'est pas, en fait, comme le monstre qu'il est décrit, mais vraiment comme un enfant. Vraiment, ils agissent comme des enfants. Ils sont particuliers, oui, mais ils sont pas monstrueux, ils sont pas dangereux. Et en fait, Linus, en allant là-bas, va s'en rendre compte, va découvrir avec eux justement qui ils sont. Et on est vraiment sur ce côté où on va découvrir qui ils sont et qu'est-ce qui font la beauté d'eux en fait. On va avoir aussi celui qui gère l'orphelinat, qui est Arthur, qui est pas si ordinaire non plus que ça, mais je vous dis rien. Et on va avoir aussi 2 femmes qui gravitent autour de l'orphelinat. Une qui est plus gérante de l'île pour protéger l'île et l'orphelinat. Et une qui est plus dans l'orphelinat pour s'occuper de l'orphelinat et des enfants. Linus va pas du tout être le même quand il va entrer et sortir de l'orphelinat. Il va un peu changer. En termes de comparaison que je pourrais faire, on a Scrooge, où on le suit, où c'est un homme qui est aigri, qui aime pas la vie, qui aime rien, qui est renfermé, sans cœur. Linus n'est pas à ce point. Linus est juste un homme qui fait son travail. Point. Il n'a pas spécialement de but dans la vie, il n'a pas spécialement quelque chose qui l'anime. Il n'est pas spécialement en mode oh bah tiens, j'aimerais bien prendre des vacances à la mer, sortir faire un tour. Non, Linus, il travaille, il rentre chez lui. Il travaille, il rentre chez lui, et c'est tout. Et il va aller à cet orphelinat. Et en fait, il va découvrir ce que c'est d'avoir une maison, d'avoir un chez-soi, ce que c'est réellement de se dire je suis à la maison, je suis chez moi. Il va découvrir ce qu'est la vie et d'autres choses. Et il va vraiment changer. Et c'est fou, l'évolution que lui, il a, les personnages, les relations avec les personnages. On a la trope Found Family, donc s'il y a des personnes qui aiment cette trope-là, elle est à fond dedans. Vraiment, elle est super belle. C'est une trope que j'aime beaucoup. C'est une trope que j'aime beaucoup, beaucoup. Et bah, de toute façon, vous verrez parce que j'ai au moins un autre livre à côté qui en parle aussi. Et voilà, je pense que il me faudra une relecture parce que comme c'était mon premier VO et j'ai eu un peu du mal, pas avec la lecture en soi parce que justement c'était assez fluide et compréhensible, mais moi je pense que j'ai mal géré comment je devais lire, qui fait que j'ai eu du mal et j'ai pris beaucoup de temps dessus. Donc je pense que je le relirai pour pouvoir comprendre des informations ou des émotions que j'ai pu laisser passer. Mais en tout cas, il était génial. Voilà. La seule lecture qui n'était pas un très gros coup de cœur pour ce mois de janvier, c'est Vampiria. J'ai lu le premier tome de Vampiria, La Cour des Ténèbres, écrit par Victor Dixon. J'ai aussi le premier tome de Vampiria America, si je ne me trompe pas. Et bah, faudra juste que je prenne les 2 autres pour tout avoir. Alors, on n'est pas sur une mauvaise lecture, on est sur une bonne lecture. J'ai bien aimé, mais j'ai pas eu ce truc qui me disait genre oh, c'était trop bien. Non, c'était juste une bonne lecture. Là, on va être dans la cour du roi Soleil, sauf que le roi Soleil est devenu le roi des ténèbres. C'est devenu un vampire. Avec une cour vampirique, avec des nobles vampiriques, à travers la France, à travers l'Europe, à travers les pays. Enfin voilà, les vampires sont partout. Et il existe encore des humains, bien sûr. Sinon, ils n'auraient pas de sang à boire. Tous les nobles et le rang le plus faible de noblesse dans les humains, c'est les barons.
c'est le seul rang de noblesse je crois dans les humains, c'est les barons, donc c'est les seuls qui sont exemptés de la dot de sang tous les mois. Et tout le reste paye une dot de sang tous les mois où ils se font prendre du sang pour les vampires. Et dedans on va suivre Jeanne, qui est une roturière d'une petite campagne, qui une nuit va en fait se retrouver orpheline. Toute sa famille va se faire décimer comme ça en une soirée. Et elle va être là, elle va assister au carnage, elle va s'enfuir, elle va réussir à s'enfuir, et elle va avoir qu'une seule idée en tête, c'est se venger. Se venger de celui qui a décimé sa famille. Elle va intégrer l'école la plus prestigieuse de Paris, de Versailles, donc l'école du roi. Et elle va faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. Et sans se faire remarquer des élèves, parce que tous les élèves sont des nobles. Et elle, c'est une roturière. Donc elle a les cicatrices des dots qu'elle a fait. Parce que quand on te prélève tous les mois du sang, tu finis par avoir des cicatrices. Et donc elle a des cicatrices, et il faut qu'elle les cache pour que personne ne découvre que c'est une roturière. Et en même temps, elle va devoir se battre pour avancer et mener à bien son projet. Personnellement, j'ai pas eu spécialement d'attache envers les personnages. Je suis très intriguée par Naoko et Poppy. J'ai très envie d'en apprendre plus, donc je ne sais pas si on en apprend plus dans le 2. Mais j'espère. Mais je me suis pas spécialement attachée aux personnages. Je pense que ce tome était vraiment plus introductif qu'autre chose. Parce que sur la moitié même voir les 3/4 encore, du roman, on est vraiment là à la suivre dans l'école, dans ce qu'elle fait, dans son avancement. Et on a vraiment des choses qui se passent sur le dernier quart. Sur le dernier quart, là, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui évoluent, l'intrigue évolue, elle avance, il y a des choses, il y a des retournements de situation, il y a des nouvelles intrigues, voilà, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux trucs, voilà, il y a plein de choses. Mais c'est à la fin, c'est le dernier quart. Tout le reste, tu la suis faire sa petite visite dans son école, et puis voilà. Bon, c'est intéressant. Mais pas au point d'être captivé à 100% et de kiffer à fond ta lecture. Ça se lit très bien. Franchement, c'est fluide, ça se lit facilement, enfin voilà. Mais voilà, pas plus que ça. Je suis intriguée quand même de ce qui va se passer par la suite. Donc je lirai la suite. De toute façon. Mais voilà, c'était pas une si bonne lecture que ça. Mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Donc, à voir. En très très bonne lecture. Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Cette lecture-là, franchement, elle te donne un coup. Mais pas un petit coup, non. Elle te donne un coup comme si on t'avait marqué. Comme si on te marquait au fer. Comme si on te laissait une marque au fond de toi que tu ne peux pas effacer. Qui restera là. On va donc suivre Angreboda avec ses enfants. Que j'ai remarqué qu'ils étaient dans la couverture après la lecture. Parce qu'on a sa fille juste là. Et ses 2 enfants. Donc on va suivre elle, Fenrir le loup, et Romugand le serpent. Donc les 3 enfants de Angrboda et Loki. Donc moi je connaissais Fenrir, qui était l'enfant de Loki. C'est le seul que je connaissais. Et je connaissais Yggdrasil aussi. Je connais un peu Loki, Thor et Odin. Mais voilà, je ne sais pas grand chose sur la mythologie nordique et ce livre fait un premier pas dans la mythologie nordique pour les personnes qui aiment ça. C'est déjà une première recommandation que je peux vous faire. On va donc avoir Odin, Loki, Thor, Skadi, Angrboda, ses enfants et d'autres personnages qui vont être là.
On va suivre dans cette histoire, en particulier Angrboda et Loki, ce qui est normal. Et on va découvrir une femme forte, une mère forte, un caractère qui est là, qui est présent et qui est incroyable. Elle ferait tout et elle fera tout pour ses enfants. Elle donnera tout ce qu'elle a. Elle a été brûlée 3 fois par les dieux. On lui a arraché le cœur et elle est restée en vie. Elle a continué de vivre et elle a eu ses enfants et elle a continué sa vie pour ses enfants. Et l'amour qu'elle porte à ses enfants est magnifique. On a la représentation LGBT dedans, ce qui est plutôt sympa. On a des intrigues. Donc c'est une sorcière qui maîtrise le Seid, qui lui permet en fait de voir ce qui va se passer. Et en fait, elle va voir quelque chose de très particulier. Et en fait, Odin veut absolument savoir ce que c'est. Et en fait, elle va refuser de le partager. Et c'est comme ça qu'elle connaît ce destin d'être brûlée 3 fois et qu'on lui arrache le cœur. Et à survivre. Elle continuera à survivre. Et elle va en fait mener un peu une petite vie de sorcière tranquille dans les forêts. Où elle va se lier d'amitié avec Skadi. Où elles vont marchander ensemble. Et voilà. C'était très captivant. Franchement, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en très peu de temps. Ça se lit facilement, c'est assez fluide. C'est super intéressant. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mythologie. Que ça soit égyptienne, grecque, nordique. J'aime beaucoup la mythologie. Et alors, j'avoue que c'est peut-être moi qui regarde pas assez les livres dessus, mais j'ai l'impression de pas trop en voir. Je sais que sur la mythologie grecque, il y en a. Ça, me tombez pas dessus. Je sais qu'il y en a. C'est plus vis-à-vis de nordique et égyptienne, où j'ai l'impression de pas trop en voir. Donc quand celui-ci est sorti, j'étais en mode ok, bah j'y vais. Parce que j'aime beaucoup Loki de base. Enfin, je m'intéresse beaucoup à Loki. J'ai vu un peu tout ce qui est lié à Loki, à Thor, dans les Avengers, dans Marvel. Même si je sais que voilà, c'est de la fiction tout ça. Mais j'ai vu ça quand même. Et mais j'avais pas lu de livres nordiques. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup kiffé comment c'est mis, comment c'est écrit, comment on en parle. Et ça me donne envie d'en lire encore d'autres. Donc je vais me renseigner encore plus sur tout ce qui est réécriture de mythes et de contes pour en lire plus. Parce que ça m'intéresse vraiment. Et vraiment, Angrboda m'a marqué très fort avec sa personnalité, son caractère, comment elle est. Je vous conseille vraiment de le lire, il est génial. On va passer à mes coups de cœur de janvier avec Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. On est sur le tome 1 des Mémoires de la forêt, il y en a 4 de prévus, il n'y en aura pas plus. Les 3 premiers tomes sont sortis et le 4 devrait pas tarder, car je sais que l'auteur a mis un peu son point final là, il l'avait mis en story. Donc on approche du printemps, il est sur le printemps, ça devrait pas tarder. Ce livre est incroyable. Il est magnifique, il est beau, il est doux et en même temps il fait mal. On va aborder 2 thèmes dans ce livre qui vraiment te touchent. Il y a un des thèmes dont je peux parler et l'autre non, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler quand il apparaît. Mais le premier thème qui est central à l'histoire, c'est la maladie d'oubli-tout, qui ronge les souvenirs en fait, qui fait qu'on oublie les choses, qu'on oublie les gens, qu'on oublie les lieux, les souvenirs, tout ce qui existe dans notre tête. Et là, on va suivre Ferdinand Taupe, qui est atteint de cette maladie-là, qui va aller chercher son ami Archibald de Renard, qui tient une librairie, pour partir en quête de ses souvenirs, parce que il aime pas oublier. Il oublie et il n'a pas envie d'oublier.
Donc ils vont partir à la quête de ces souvenirs pour se rappeler et peut-être trouver quelque chose à la fin de cette quête. C'était très beau, ça se lit super bien, franchement. Je l'ai lu en une soirée, j'arrivais pas à lâcher. C'est magnifique, vous avez de très très belles illustrations tout au long de l'histoire. Donc soit vous avez des pleines pages comme ça, des demi-pages. Des fois ça va être juste une petite image là. Vous les avez aussi en début de chapitre. Enfin voilà, c'est magnifique. Et je recommande à tout le monde de le lire. Je vais pas trop parler des 3 là parce que en fait j'en ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Je vous remets ma vidéo juste là de la semaine dernière où je vous parle de mes sagas préférées. Donc celle-là et les 2 qui vont arriver. Et j'avais déjà donné mon avis en fait la semaine dernière, donc j'ai pas envie de me radoter et vous faire une vidéo non plus trop longue. Mais voilà. Je pense que tout le monde devrait lire Les Mémoires de la Forêt, ou au moins essayer, parce que c'est magnifique et je vais lire très prochainement le 2. Et j'ai hâte de voir la suite et de découvrir de quoi il va parler dans le 2. En parlant de petites choses qui font pleurer, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, de Neil Gaiman et Marie Almino. Le tome 2 de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Là, il y aura 5 tomes, parce que c'est un tome sur chaque groupe, enfin sur chaque membre du groupe. Et wow. Ce tome-là m'a encore plus touchée que le 1. J'avais beaucoup aimé le 1. Mais alors celui-ci, il est passé comme un raz-de-marée. Il a tout enlevé. C'est pareil, j'en parle beaucoup dans ma vidéo que de toute façon je vous ai mis dans le petit i qui est juste dans le coin là. Mais c'était incroyable. En fait, vous allez avoir l'histoire du 1, mais du point de vue de Nate. En soi, j'ai pas eu l'impression de relire exactement le même livre. Il y a des moments où oui, il y a des moments que vous revivez exactement pareil, vu qu'ils font partie du même groupe. En plus de leur lien à tous les deux, on va aussi passer des moments avec Nate, tout simplement. Juste Nate. Et découvrir sa vie. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Comme je le dis, faites attention aux trigger warning, parce que ça peut faire très mal. Et quand on ne le sait pas, qu'on n'a pas conscience de ce qui va se passer, ça peut être encore pire. Là, par exemple, on va traiter d'homophobie, de maltraitance, d'harcèlement et d'autres choses. Elles le mettent à chaque fois sur le... Voilà, elles vous font une liste d'avertissements à chaque fois. C'était pareil pour Cœur de sorcière. Il y a des trigger warnings au début du livre. Et là, vous pouvez carrément les regarder en fait quand vous prenez le livre. Comme c'est un brochet, ils ne sont pas filmés. Mais voilà, moi je sais que si je me lançais sans savoir les thèmes en particulier, je sais que ça pourrait me trigger sur l'harcèlement en particulier ou la maltraitance. Moi j'ai vécu de l'harcèlement, donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup. Je n'ai pas vécu d'homophobie parce que je suis hétérosexuelle. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup de proches autour de moi qui sont dans la communauté et qui ont vécu diverses formes d'homophobie, des fois très extrêmes qui mènent à des maltraitances, que ça peut être physique, mental, moral, du harcèlement voilà, qui peut aller très loin, qui ont vécu des maltraitances, enfin, j'en ai autour de moi. Et donc c'est un thème qui me touche beaucoup, sachant que à mes yeux, personne ne devrait être jugé ou ne devrait souffrir pour ça. Chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Enfin, voilà. Chacun devrait être libre d'aimer, de vivre, d'être, de... Voilà. Moi, je ne comprends pas.
Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. J'ai très hâte et très peur en même temps du tome sur Jagger, que je compte lire prochainement, dès que je pourrai l'acheter. Et j'ai beaucoup aimé l'épilogue, donc je suis très curieuse vis-à-vis de l'épilogue. Mais voilà, c'est une saga que je recommande aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé, mais je la recommande. Et vous avez la Trump fin de famille dedans. Et en dernier, le meilleur pour la fin, comme on dit. Absolu. Qui est ma saga préférée, tout genre confondu. C'est vraiment... Sachant que je l'ai vraiment découverte en librairie comme ça. J'ai regardé les livres sur une table. Il était là. Je l'ai emmené avec moi. Et maintenant, il est dans mes... Il est mon préféré. On est sur une saga de dystopie, sur une trilogie. Donc il reste un seul tome qui sortira à la rentrée 2024. Donc on s'approche petit à petit de... Je vais éviter de vous montrer le dos, parce que s'il y en a qui sont curieux et qui lisent le résumé, vous allez vous spoiler le tome 1. Mais j'ai très hâte et j'ai très peur en même temps. Et ça arrive bientôt à force. Je vais pas trop en parler. Pareil, j'ai parlé de la saga dans la vidéo. Et c'est une suite. Donc j'ai pas envie de vous spoiler. Mais c'était génial. J'ai adoré. Pareil, Margot a une... Du coup, c'est écrit par Margot Dessen. Et Margot a une plume très addictive, très fluide. On dévore son livre. On n'a pas envie de le fermer. Je l'ai fermé à un moment parce que ça allait pas et que les thèmes étaient durs. Et quand je l'ai repris, en fait, j'ai regretté de l'avoir posé parce que c'est encore mieux de rester dans l'univers et de rester dans cette bulle d'émotion, même si c'est dur, parce que la lecture sera forcément dure dans cet univers, mais ça te fait quelque chose. T'es dans une bulle où je sais que quand je l'ai repris, ma bulle, elle était percée en fait. Et j'ai prévu de relire ces 2 tomes-là avec une amie pour qu'on se lise le 3. Je lis chaque tome en LC, enfin en lecture commune avec des proches. Je l'ai fait découvrir à plusieurs proches qui ont adoré. Donc c'est un des livres que je vais... vous allez le voir passer une tonne de fois. Vraiment, parce que c'est le livre que... C'est un des livres que je recommande le plus. Pareil, il a des trigger warnings. Regardez-les. Margot Dessen a un site dans sa page Instagram où elle a justement de répertorier tous les trigger warnings. Mais voilà, il y a des trigger warnings, faites attention, parce qu'il y a des sujets qui sont lourds. Mais c'est incroyable. On est sur du point de vue multiple, on est sur de la dystopie. Les personnages sont travaillés, ils évoluent, ils grandissent, ils changent. Des fois, on a des personnages qui sont bons et qui deviennent mauvais, ou inversement. Des protagonistes qui deviennent antagonistes. Il y a plein de choses qui se passent. C'est incroyable. Et pareil, je vous en ai parlé en long, en large, et je vous en reparlerai en long, en large et en travers. Mais c'est mes chouchous. Je les aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Et bah, merci aux courageux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez sûrement des vidéos longues comme ça pour les updates, sauf si je vous les coupe. Parce que comme je vous présenterai forcément une dizaine de titres à peu près par mois, sauf si ma cadence descend. Mais je pense pas qu'elle descendra en dessous de 5 par mois, donc 5 par mois normalement, vous aurez des vidéos d'une demi-heure d'update. Mais si j'en ai plus, forcément, on va taper les 1 heure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Si vous préférez justement que je vous fasse 2 vidéos d'update coupées. Et comme ça vous fait 30-30 par exemple. Ou si vous préférez une vidéo, quasiment d'1 heure, mais où il y a tout dedans. Dites-moi et comme ça on pourra aviser au fur et à mesure des vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup s'il y en a que vous avez lu. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Que vous n'aviez pas encore lu. Et si ça vous a donné envie ou pas. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Qui vous a plu ou pas plu? En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée.
Et on se dit à mercredi prochain à 18 h. Salut!